pas possible. Quatrième Degenkolb. Attention Philippe, le parapet. On n'a jamais vu ça, un maillot jaune à pied. Et boum, la gicle était là, on l'attendait. C'est ça, c'est Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Passe-moi le bike, votre podcast 100% vélo, épisode 3. Et avec moi autour de la table ce soir, de Lascar. Salut Théo. Salut l'équipe. Salut Émile. Ouais, ciao Simoncello. Et vous vous demandez où est le troisième. Le troisième est près de Perpignan. Salut Max. Salut tout le monde. Alors, messieurs, j'espère que vous êtes bien remis du week-end dernier. C'est donc évidemment l'heure de faire le topo des courses du printemps. Je vous proposerai de faire votre top et votre flop à la fois des courses et des coureurs. Dans un second temps, on ira voir ce qui s'est passé autour de Romandie. Et on terminera évidemment par le premier grand tour de la saison, le Giro. Messieurs, votre top et votre flop au niveau des courses. Émile, je te passe le bike. Merci Simon. Oui, donc ma classique préférée que j'ai vécue cette saison, c'est le Grand Prix de l'E3. C'est donc le mini Tour de Flandre qui m'a vraiment énormément fait vibrer avec ce scénario complètement fou du groupe de 4 qui sont à 5 secondes de Van der Poel sous la flamme rouge et Vermeersch qui coupe son relais, qui casse toute la dynamique du groupe qui allait rentrer et Van der Poel qui gagne. Je trouvais ça tellement vélo, tellement tactique. Enfin, ouais, j'ai vibré dans ma télé. Et aussi, ça a lancé un peu un petit message comme quoi Van der Poel n'allait peut-être pas survoler les Flandriennes comme il l'a fait les autres années. Et donc, ça m'a fait vibrer vraiment dans tous les sens. Ce qui s'est confirmé. Exactement. Et pour moi, la moins intéressante, et c'est un peu en lien, c'est le Grand Tour de Flandre. Donc, le Tour de Flandre que le champion du monde a gagné, parce que je trouvais que c'était une course extrêmement prévisible, où on a vu vraiment un chrono de chaque coureur. Chacun était à sa place, et il n'y a pas eu tellement d'incertitude du sport, et pas de fait de course tactique intéressant. Donc, voilà, petite déception. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal du tout. Théo, de ton côté? Alors moi, mon plus, c'était vraiment Milan-San Remo. Et pourquoi? D'habitude, c'est pas ma course préférée, je vous le cache pas. Mais ici, en fait, je trouve avec le recul qu'on a vécu la véritable préface de Paris-Roubaix, en fait, avec les chutes de Pogačar, avec les chutes de Van der Poel, de Van Aert qui revient du diable Vauvert, Van Aert qui était le seul qui n'a pas su repartir directement. Et au final, à Paris-Roubaix, un peu plus tard, on verra que c'est l'inverse qui va se produire. C'est Pogačar qui va se retrouver sur son Shimano, c'est Van der Poel qui va rentrer chez lui à pied. Et finalement, voilà, c'est vraiment la vengeance, le retour de Wout van Aert. Et en fait, il s'est arraché jusqu'au bout dans cette course. Il a persévéré pour aller arracher la 3e place. Et en fait, c'était vraiment un véritable présage de Paris-Roubaix. On ne le savait pas encore à ce moment-là, on n'en était pas encore certain, mais il était en très, très, très grande forme. Ton flop? Et pour mon flop, ce sera le Tour de Bruges. C'est mon flop du printemps. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le Tour de Bruges, autrefois, ça s'appelait les 3 jours de la panne. Et moi, j'adorais les 3 jours de la panne. Parce qu'en 2017, les 3 jours de la panne sont devenus une course à étapes d'un seul jour. Et donc, c'était génial. En fait, quand tu voulais distinguer quelqu'un qui s'y connaissait du vélo d'un cycliste, tu pouvais lui demander: tiens, les 3 jours de la panne, ça dure combien d'étapes? Et tu répondais 3. Ben non, 1. Excellent. Max, à ton tour. Hein. Ouais, on passe donc, vite chacun de votre côté. Et puis après. Je voulais quand même un peu réagir par rapport au flop d'Émile, qui était du coup le Tour des Flandres. Bon, il y a quand même un peu une éclaircie sur cette course, c'est la présence de Remco qui nous a quand même tous excités, cette annonce, etc. Alors, il y en a qui ont pas apprécié la manière ou autre, mais je veux dire, on était quand même tous chauds devant notre télé ce jour-là. Alors, certes, on a été un peu déçus parce qu'au final, la hiérarchie a été relativement respectée, mais il y a quand même eu ce suspense dans cette course avec cette poursuite de Remco. Donc voilà, je veux dire, pour moi, c'était pas. Elle était décevante sur les résultats, mais voilà. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. La présence de Remco a clairement dynamisé cette course. Par contre, à 30 km de l'arrivée, je pouvais couper la télé. Je savais ce qui allait se passer. Il n'y avait pas de... Contrairement aux autres classiques, parce que même à Liège-Bastogne-Liège, avec Texas qui s'accroche, il y a toujours eu du suspense. Ici, j'ai l'impression qu'elle était tellement lisible que moi, c'est celle qui m'a fait vibrer. Le meilleur, c'était presque le teaser d'Evenepoel, finalement. Pas faux. C'est pas faux. Ouais. Max, de ton... Ah, vas-y. Et donc, par rapport au top de Théo, là, sur Milan-San Remo, pas d'accord. Moi, c'est vraiment pas ma course préférée.
Il y a toujours un suspense incroyable, certes, mais la manière dont elle a été servie sur un plateau à l'ogre slovène, je veux dire, à partir du moment où tous les favoris ont chuté et la manière dont ils les ont attendus, euh, au lieu justement de prendre la course en main, je veux dire, les autres outsiders, moi, c'était quand même ma grosse déception, c'était que même cette course-là n'ait pas résisté aux Slovènes, alors que normalement, en théorie, ça aurait dû être la plus dure pour lui à remporter, je trouve. Ouais, parce que là, en plus, c'était un carton plein. Ils sont tous tombés. On rappelle Van Der Poel, qui Ouais, se fait ouais, bien bobo sûr. à la main, Van Aert et le Slovène. C'était une occasion en or pour mettre un bon coup de jus sur la Et pédale. aussi le fait que voilà, Pidcock s'est presque avoué vaincu avant même de faire le sprint final. Donc, ouais, j'étais vraiment déçu en fait. J'aurais bien voulu que le Slovène revienne encore quelques années pour s'arracher pour la gagner, celle-là. Ouais, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. On lui a servi sur un plateau, mais là où je trouve au moment où Van Aert sort après la descente du Poggio, qu'il arrive à s'extirper du groupe tout seul, et ben là, j'y ai cru. Je me suis dit, putain, il est vraiment en forme, quoi. Et en fait, c'était surtout la renaissance de Van Aert de se dire, oh, en fait, il sera là ce printemps-ci, alors qu'il y avait énormément de points d'interrogation. Ça, c'était un sentiment assez agréable. Mais sinon, je suis d'accord. Cette course-là, si tu es dans un groupe avec Pogacar à l'avant, jamais tu dois passer. Et surtout, s'il est tombé, il faut avionner, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment eu peur que ce soit le même scénario que chaque année. On voit les équipes attendre Pogacar ou ne savent pas quoi faire quand il n'est pas là. Au lieu de mettre le paquet contre lui, de s'allier contre lui, on a eu peur que ce soit la même chose que les autres années. Et heureusement, Paris-Roubaix a un peu sauvé la face à ce niveau-là. Sacrément sauvé la face, même. Max, parce que tu commandes déjà les avis des autres, mais on n'a pas encore entendu le tien. Bah oui, ben voilà, ma classique préférée, mon top, ben, c'est Paris-Roubaix, facile. C'était le choix facile. Merci de me l'avoir laissé, les gars. Avec Mais plaisir. Max. c'est clair que déjà, à mon sens, c'est de loin le meilleur monument avec les meilleurs ingrédients. Et puis cette année, on a eu un magnifique vainqueur et un suspense incroyable. Donc tout y était. On en a longuement débattu. Je pense que là, Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais, bah, C'est d'ailleurs, ça. vous l'aviez dit à Liège, hein, c'était le moment de la saison niveau émotion pour vous. Ouais. Et donc, de mon côté, le flop, par contre, bah, c'est une autre course italienne, c'est l'Estrade Bianche, où là, par contre, en termes de suspense, la manière dont le champion du monde écrase cette course année après année, et en fait, je regrette que cette course soit presque devenue trop dure. Il faut savoir que de base, c'est quand même Cancellara qui avait le recordman du nombre de victoires. Là, maintenant, on n'est plus trop dans le même profil de coureur. Donc, j'aimerais que ce soit une course un peu plus ouverte, peut-être, ne fût-ce que en adaptant un peu le parcours. Alors, c'est sûr que l'arrivée en côte, on la changera pas. C'est ça qui fait le charme de cette course aussi. Mais voilà, peut-être avoir plus de coureurs. Je sais pas. Ouais, Enfin, bah, il y a peut-être un truc à revoir de ce côté-là. on en parlait beaucoup comme le sixième monument, et depuis que Pogacar les gagne à chaque fois, ben, c'est vrai que c'est un petit peu retiré de l'aura, c'est un petit peu retiré du prestige au Strade Bianche. On a envie que ce soit une course un peu plus ouverte et qu'elle nous fasse un peu plus vibrer. Et pour le moment, c'est le même scénario chaque année, donc c'est un peu dommage parce que c'est vraiment une magnifique course. Ouais, et c'est vrai que si tu fais une course difficile, c'est comme si on finissait Liège-Bastogne-Liège avec un mur de oui à la fin. C'est pas possible. Enfin, il y a vraiment qu'un seul profil qui peut s'adjuger cette course, et donc c'est vrai que là, c'est un peu dommage. Effectivement. Merci les gars pour vos tops et vos flops concernant les courses, et intéressons-nous maintenant plus précisément aux coureurs. Je vous redemande le même exercice, Émile. Alors moi, mon coureur top, c'est un coureur de la Decathlon CGA-CGM, qui est vraiment l'équipe qui a bien performé en ce début de saison. C'est pas Paul Sexas, mais c'est le sprinter Tobias Lund Andresen. C'est un coureur que personnellement je connaissais pas avant cette année. Après, je suis peut-être un cycliste. Mais ici, il a quand même fait 4 top 10 sur les classiques flamandes. Et c'est un profil, c'est un sprinter qui passe assez bien les difficultés et qui a un excellent sprint. Donc, c'est un redoutable coureur. Il a 23 ans. Et je me réjouis vraiment de voir ce qu'il va donner sur le Giro, parce qu'il y a pas mal d'étapes un peu sélectives qui risquent de se finir avec un groupe assez conséquent. Donc, pour moi, il va en claquer quelques-unes. Je suis admiratif de ce coureur qui apprend très vite et qui fait très peu d'erreurs.
toujours bien placé, donc excellent. Et ton flop? Et mon flop, c'est mon grand ami, mon coureur préféré, Arnaud Delis. On prend des Parce pincettes que- à chaque fois, on le sent. Parce que je n'arriverai jamais à le critiquer, mais quand je vois ce qu'il a fait hier à la Famenne Classique, qui gagne assez aisément, ben, je me dis qu'en fait, c'est vraiment dommage que systématiquement, en mars-avril, ce soit la cata. Mhm. Il y a vraiment un problème périodique qui se répète chaque année. Il était bien à Gand-Wevelgem où il fait 4e, et puis après le trou noir, et puis ici, il en regagne une, à voir un peu ce qu'il va faire sur le Giro, pareil, un peu le même type que Tobias Lund Andersen. Donc voilà, grosse déception de ne pas l'avoir vu briller sur les toutes grosses courses. Gilbert disait à l'époque que lui, c'était son gros moment de down, c'était systématiquement en juillet-août. Il disait chaque coureur, généralement, a une période un peu plus dure. Lui, c'était toujours en juillet-août. Donc peut-être que Gilbert Arnaud, a déjà fait malheureusement- un gros Tour de France. Mais donc il a déjà peut-être fait pourtant. Arnaud va faire une fois un gros printemps, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Exactement. Théo, ton top et ton flop au niveau des coureurs. Alors moi, j'en pince énormément pour Tom Crabb. 5 victoires cette année en 2026 pour le jeune coureur de 20 ans. Avec lui, c'est plus la Flanders baloise, c'est la Flanders balaise. Il a connu un hiver parfait, il a connu une préparation qui était vraiment réussie, et ça a récolté ses fruits directement sur l'étoile du Bessèges où il a gagné un sprint en côte. Il a ouvert le compteur de l'équipe. Il a ensuite confirmé sur le Tour d'Andalousie où il a également gagné une étape, et il vient de gagner récemment 3 étapes sur le Tour de Turquie où il prend le maillot de meilleur sprinter. Donc vraiment Tom Crabb, 20 ans, c'est un très très bel espoir du cyclisme belge, c'est certainement la relève, et je ne doute pas qu'il trouvera une équipe pour le Tour la saison prochaine. C'est vrai qu'il est, Certain. il est sacrément jeune, en fait, hein, le garçon. Et alors, au niveau de ton flop, il me semble que c'est plutôt lié à une nation et que ça mérite carrément un coup de disquette. Coup de disquette, ça claque sec, ça percute. Coup de disquette, et tout s'écroule d'un coup. Coup de disquette. Mais où sont passés les Italiens? Allez, franchement, quelqu'un a vu un Italien sur une classique récemment? Non mais sérieusement, allez, ils sont passés où? Nos Bettini, nos Petacchi, nos Bartoli, nos Riccardo Rico. Ah non, pardon, pas Rico. Alors oui, le 1er avril dernier, Filippo Ganna à travers les Flandres. Et là, tu te dis, ça y est, c'est la Renaissance. Eh bien non, parce que c'est la seule victoire World Tour italienne de l'année. En dehors des victoires d'étape, on s'entend. Alors, petit flashback, accrochez-vous les gars. En 2020, 0 victoire pour les Italiens. En 2021, 3 victoires. L'âge d'or, l'abondance. Avec quand même la magnifique victoire de Sonny Colbrelli sur Paris-Roubaix. Ça, on s'en souvient tous. Ça, on ne peut pas lui enlever. Mais on est reparti. 2022, rien. 2023, rien. 2024, nada. En 2025, on a le petit Giulio Ciccone qui gagne quand même la Classica San Sebastian. Sans doute parce que Remco n'était pas là. Et en 2026, on a donc Ganna. Bref, depuis le début de la décennie, c'est quasiment le néant. Il aura fallu la saga du bidon de Ganna pour y arriver. Parce qu'avant, les Italiens, c'était pas des figurants, ils faisaient peur. Il y avait El Pelata, El Grillo, El Cobra, El Requin de Messine. Sorry, mais lui, j'ai pas su le dire en italien. Autrefois, avant même l'invention de l'imprimante, on avait déjà des Fausto Coppi, 5 Lombardie, 2 San Remo, 1 Paris-Roubaix, des Francesco Moser, le Mozart du vélo. On avait des Pantani. Ah non, pas Pantani. Non, et plus récemment, hormis le Cannibali, le Merckx italien, dernier vainqueur d'un Grand Tour 2016, il n'y a plus rien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a même plus une seule équipe à licence World Tour italienne. La Mapei, la Molteni, la Polti, la Liquigas, tout ça, c'est disparu. Vous imaginez? C'est comme si en football, il n'y avait pas d'équipe italienne à la Coupe du Monde. Plus récemment, on a quand même cru que le salut du cyclisme transalpin viendrait de notre compatriote Lennart Tuchels, qui porte haut les couleurs de son équipe, la Tarteletto. Mais malheureusement, comme son nom l'indique, c'est une équipe belge. Alors oui, les gars, on peut relativiser. La France aussi, par exemple, a galéré. Au niveau sportif, avant l'arrivée du petit prodige Texas, c'était le désert pendant 3 ans. Ils sont contentés de la seule victoire de notre ami Julien Alaphilippe au Grand Prix Québec en 2025. C'est dire. Et puis bon, au niveau extra-sportif, c'est un peu 2 pays qui se ressemblent, hein, finalement. En France, ils ont Ribéry qui s'était pris d'amour pour Zaya, alors qu'en Italie, ils ont Tibéri qui s'était pris d'amour pour les chats. Non, ces dernières années, l'épicentre du cyclisme s'est légèrement déplacé. Aujourd'hui, c'est Ljubljana au plus haut des cieux. Mais la Belgique reste la capitale du vélo, parce que finalement, dans un cyclisme à 2 vitesses, avec d'un côté les nantis et de l'autre la Wanty, on se dit qu'en Belgique, même avec les mauvais résultats de la loto, on pourrait être plus mal loti. Merci Théo pour ce flop lié d'un coup de disquette. Coup de disquette, ça claque sec, ça percute. Coup de disquette, et tout s'écroule d'un coup. Coup de disquette. Et Émile, je vois que tu veux rebondir. Bah ouais, je trouve que c'est très juste. Il y a un cyclisme italien qui est en plein crash, il y a plus rien, il y a plus grand chose à proposer, et que c'est vrai que on va pas faire les chauvins, mais en Belgique on gagne peut-être pas toutes les courses, mais il y a quand même toujours une continuité, on a toujours eu des bons coureurs,
Et peut-être pas pour gagner tous les monuments chaque année, mais on a des belles équipes chez nous et c'est bien de le souligner. Ouais, c'est vrai que c'est un sacré trou, tant au niveau du football qu'au niveau du vélo. Max, ton top. Alors, mon coureur top, c'est un coureur belge. C'est Alex Segard, qui est vraiment un grand espoir annoncé du cyclisme, qu'on avait surtout vu sur des contre-la-montre, hein, plusieurs titres internationaux à ce niveau-là. Et j'ai vraiment adoré sa campagne de Flandrienne, surtout son enchaînement à la Nockere course où il est repris juste avant la ligne et le lendemain il va gagner le Grand Prix de Nain. Et puis surtout, voilà, sur les deux monuments pavés, hein, donc sur le Tour des Flandres et Roubaix, où il fait 15e et 16e. Je trouve ça hyper encourageant pour un coureur. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'il a un peu trouvé sa voie et que voilà, il va pouvoir s'améliorer dans ce registre-là. Donc, coureur à suivre, jeune belge de 23 ans, c'est mon top de cette saison printanière des classiques. Mon flop, bah, toujours dans ce registre des Flandriennes, en fait, bah, c'est Paul Magnier, en l'occurrence, l'autre Paul. Il a été annoncé comme le nouveau Bonnen, soi-disant. Il avait gagné des étapes autour d'Algarve en début de saison. Mais après ça, à part une 11e place au Nieuwsblad, il n'a plus rien fait du tout. Alors, certes, il a que 22 ans, mais ça montre aussi à quel point voilà, la deuxième saison, le fait de confirmer, de confirmer les attentes, c'est très compliqué, même pour des coureurs très talentueux comme Paul Magnier. Merci Max. Je vous propose directement alors de passer au Tour de Romandie qui s'est fini il y a quelques jours avec une domination franco-slovène et principalement slovène. D'ailleurs Max, bien vu. Très très bien vu pour ton coude à coude de la semaine dernière parce que notre ami Luc Plapp qui nous fait un magnifique top 5, tu l'avais eu dans le viseur. Ça c'est le régime ultra protéiné, hein, ça paye, hein. Ouais, que des œufs sur le Plapp. Je t'ai envoyé un jingle mais malheureusement le son n'est pas passé, donc tu as de la chance, je t'ai épargné un jingle. C'est gentil, merci à la machine. Mais surtout autre coureur qui m'a impressionné, c'est le Godon, voilà, comme tu disais, le français, franchement, lui pour le lâcher, c'est comme une merde sur ta chaussure, il est vraiment indécrottable. Est-ce que ce serait l'occasion du coup de bordure alors ? C'est le coup de bordure, si t'es pas dans la file, c'est la rupture. Au fond du vent, y a plus d'armure. Mais effectivement, en coup de bordure, sur le troisième pour moi coureur qui m'a vraiment séduit durant ce Tour de Romandie, c'est Lipovic. Je trouve que c'est vraiment un coureur extrêmement intéressant. J'ai regardé un peu, si on enlève les bonifications dues à la place dans l'étape, il finit à 19 secondes de Pogacar. Donc on est sur une performance vraiment, vraiment top. Donc il y a 3 étapes de montagne, je pense, il a perdu 19 secondes, donc c'est assez impressionnant. Et là où je voulais en venir avec mon coup de bordure, qui est donc une analyse tactique plutôt de la course, c'est qu'il avait l'ami Roglic qui était aussi dans les favoris. Et donc sur la première étape, on a vu un truc assez intéressant, c'est que Lipovic s'est esselé dans un groupe avec Martinez, Nordhagen et l'ogre slovène, et on a vu que Lipovic ne passait pas de relais. Pourquoi ? Parce qu'il avait la chance d'avoir Roglic dans le groupe derrière et qu'il pouvait se baser là-dessus en mode moi j'ai mon coco derrière, donc tranquille, je passe pas de relais. Et c'était assez embêtant pour les autres. D'ailleurs il bat Nordhagen et Martinez au sprint, donc il prend des bonifs, et donc on se dit, à ce moment-là, je me suis dit, la course va être vraiment, vraiment intéressante parce que Labora a 2 cartes à jouer et que Lipovic a de très bonnes jambes. Et puis, on a malheureusement vu que Roglic, c'était plus ce que c'était, et que surtout Roglic, on a l'impression que de faire gagner les autres, c'est plus trop son délire. On sait qu'il a quitté la Visma parce qu'il en avait un peu marre d'être co-leader, voire d'être sous-leader. Mais par contre, dans l'optique du Tour de France, je me dis qu'il y a quand même vraiment quelque chose d'intéressant qui peut se passer avec un Lipovic extrêmement complet parce qu'au chrono, il est très bon et excellent grimpeur. Je pense que si on a un Remco en première semaine qui arrive à prendre des secondes d'avance
et se retrouver dans une situation intéressante au général, chose que je pense qu'il n'arrivera pas à tenir sur 3 semaines, mais le jeu d'équipe, par contre, pourrait vraiment, vraiment être intéressant et mettre en difficulté le duo infernal qui écrase tous les Tours de France depuis 6-7 ans, je pense. Donc voilà, je trouve que ce côté co-leader, s'il est bien géré et surtout si le management est bien fait à la Bora, c'est-à-dire qu'ils arrivent à écraser un peu les égos au service du collectif, on peut voir des choses extrêmement intéressantes. Surtout que Lipovic, contrairement à Martinez sur ce tour-ci, dans la gestion de l'effort, je trouve qu'il a déjà beaucoup de maturité. Il n'est pas du style à aller chercher la roue du coureur directement, à se cramer, etc. Non, il connaît son corps et il roule très juste. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir avec plus de tactique d'équipe, et c'est ce qui va se passer au mois de juillet, je pense, ce que ça va donner. Merci Émile pour le coup de bordure. C'est le coup de bordure, le coup de bordure. Si t'es pas dans la file, c'est la rupture. Au fond du... Ouais, et d'ailleurs, le Slovène, à l'issue du Tour de Romandie, vantait vraiment les louanges de Lipovic. C'était assez intéressant. Il disait, certes, c'est pas Paul Sexas qui arrive, boum, d'un coup, et éclate complètement le game. Mais il disait que vraiment, il voyait clairement que plus les années allaient avancer, plus elle allait clairement être un des très grands du cyclisme. À fond. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est vraiment sa régularité, parce qu'il a fait 3e du Tour de France l'an passé, et quand on regarde les gars qui ont bien performé l'an passé, comme Only, comme Vauquelin, etc., en fait, ils font pas un top début de saison, alors que Lipovic, ça fait vraiment 3 saisons qui confirment d'année en année. Ici, il fait 2e au Tour de Romandie, 2e sur le Tour pas de Catalogne, je pense. De Catalogne ou Paris, je ne sais plus, enfin bref. Mais il fait 2e sur la course précédente qu'il a fait. Et donc voilà, il y a vraiment de la régularité et je pense que c'est vraiment un excellent coureur. Max, tu voulais rebondir? Ouais, donc je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il dit sur Lipovic. C'est vraiment un super coureur. Comme tu dis, la régularité. Déjà l'an passé, en fait, il était déjà impressionnant. Il avait été dans le top 3 de Paris-Nice, Tour du Pays Basque et le Dauphiné aussi. Donc vraiment hyper régulier. Par contre, c'est là où je suis un peu moins d'accord, c'est quand même l'aspect. Enfin, Roglic, en fait, pour moi, le gars, il est complètement en roue libre. Cette année, il vise que la Volta, donc j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre du reste. Il est venu un peu s'amuser début de saison là, mais voilà, lui, et d'ailleurs, il l'a dit, hein, et je veux dire, dans une équipe où on a transféré Remco, où il y a déjà Lipovic, où il y a Pellizzari dont on va parler, le gars est juste en roue libre. Il a son objectif, c'est la Volta, aller la gagner pour avoir le record de 5 victoires, et sinon le reste, basta quoi. Ouais, c'est ça. Donc lui, il est plus du tout dans une dynamique d'aider son équipe. Donc ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant Ouais, c'est avec Florian Lipovic aussi, c'est de voir que c'est un gamin qui a déjà 25 ans. Ça fait seulement 3 ans vraiment qu'il performe au plus haut niveau. Et de voir qu'on peut encore être des tares matures. On voit de plus en plus de coureurs qui débarquent à 19-20 ans. Ici, lui, il a débarqué plutôt vers les 23 ans dans le milieu professionnel. Et voilà, on voit que c'est encore possible sur le tard. Il y a d'autres profils de coureurs que des Sexas de 19 ans. Oui, et donc pour faire précis, il fait 3e du Tour de Catalogne, 2e du Tour du Pays Basque et 2e du Tour de Romandie cette année. Donc c'est assez impressionnant au début de saison. comme il monte en puissance. Un autre gars qui a fait un beau Tour de Romandie, c'est Junior Le Serre de la Quick Step, qui avait déjà fait, il a fait 10e au classement général, il a fait 2 top 10. Et l'année passée, il était 8e. Voilà, c'est un gamin aussi qu'on aimerait bien voir un petit peu plus éclaté. Je ne sais pas quel est le projet vraiment pour lui chez la Quick Step, puisqu'on est redevenu une équipe un peu plus basée sur les classiques. Donc voilà, je me demande un peu dans quel grand tour il va être aligné, certainement sur le Tour de France ou la Vuelta. Mais voilà, pour faire quoi, ça je me le demande un petit peu. Mais c'est un chouette profil aussi. Max. Ouais, mais il y a surtout d'autres jeunes qui ont surpris, hein, je trouve, sur ce Tour de Romandie. Bon, il y a Witten Philipsen qu'on avait vu à l'Amstel, qui va aussi chercher un top 10, franchement, un très jeune coureur. Et Nordhagen aussi, sur lequel le Norvégien de la Visma, qui fait 4e du général, hein, donc C'est une pépite. juste devant notre ami Luc Plapp. Mhm. Donc une belle surprise aussi, un jeune talentueux. À mon avis, on mise beaucoup à la Visma sur ce type de profil. Ouais, lui c'est une pépite, ouais, effectivement.
Magnifique. Merci les gars pour cette petite discussion autour de Romandie. Alors, on enregistre ce podcast, on est le lundi. Et donc, 2 infos quand même importantes qui sont tombées dans le peloton aujourd'hui. Premièrement, c'est la mignonnerie du jour. Elle nous vient de chez Decathlon. C'est notre petit lutin français qui va voir papy et mamie pour leur annoncer qu'il va faire la plus grande course du monde. Honnêtement, j'ai trouvé ça très mignon, ça me l'a rendu encore plus sympathique, le français. En un mot, les gars, la participation de Paul Sexas, pour vous, c'est Sexaspérant. J'ai peur qu'il le crame, en fait, tout simplement. Enfin, et grand bien lui fasse. Mais on en fait des tonnes avec ce gamin. Il va à 19 ans sur un grand tour. Bon, à l'époque, les jeunes, on leur proposait plutôt de passer d'abord par la Vuelta, puis ensuite par le Giro, et puis seulement d'aller faire leurs preuves sur le Tour de France. Ici, au nom du marketing, j'ai peur qu'on lui brûle les ailes. Moi, si je devais décrire ça en un mot, justement, je dirais logique. J'ai vraiment une vision très différente de Théo par rapport à ça, parce que je trouve que même s'il prend une bordure cette année, ou qu'il pète après une semaine, ou qu'il se rend compte que c'est pas pour lui, il a que 19 ans. Il a que 19 ans, il n'a pas de pression, il aura appris. Et quand je vois Remco, à qui on lui a dit de faire 18 Giro et 15 Vuelta avant de pouvoir faire un Tour de France, il a peut-être perdu du temps, perdu de l'apprentissage, et que maintenant, en fait, on se rend compte que les manquements qu'il a, il arrivera sans doute pas à les récupérer, et que ça va être compliqué pour lui de gagner la plus grande course cycliste du monde. Donc moi, je trouve ça logique, en fait. Quand tu fais partie des 4-5 meilleurs grimpeurs, et aussi complet que tu sois, se retrouver là-bas, c'est sa meilleure manière de grandir. Ouais, je suis complètement d'accord. Au début, j'étais plutôt de l'avis de Théo, à me dire, en fait, à 19 ans, même sur le plan psychologique, clairement, avec l'attente qui va être immense du côté des Français, ça va être terrible pour lui s'il se plante. Et puis, en fait, j'ai l'impression que tout lui coule, le bonhomme, qu'il n'a pas l'air d'être très stressé par l'enjeu. Lui-même, s'il se plante, il se plante. On jouera la carte de j'ai 19 ans. Et sur le plan sportif, comment, en fait, ne pas l'aligner quand tu sais que Decathlon a investi des millions, en gros, sur ce petit bonhomme. Et puis, surtout, on est les premiers à se plaindre de l'ultra-domination du Slovène. Et sur le plan sportif, ça va quand même être excitant de voir un troisième bonhomme qui va se battre aux côtés de Vingegaard, voir déjà ce qu'il vaut par rapport à Vingegaard. C'est aussi un peu le point d'interrogation. Alors, on se doute que le Slovène risque certainement d'être un cran au-dessus, étant habitué aux courses de 3 semaines. Mais franchement, sur le plan sportif, c'est quand même un peu excitant. Ouais, après, on verra. Ouais. Faut pas le cramer avant l'heure, mais je trouve que dans notre canapé, ça va quand même être un peu excitant quand Tadej va balancer les attaques et qu'il sera derrière lui avec Vingegaard. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça rajoute un petit peu de piment au Tour de France, s'il en fallait encore. Mais alors, je reviens sur ce que tu disais sur Remco Evenepoel, je suis complètement d'accord avec toi, et on a beaucoup trop traîné avant de le mettre sur le Tour de France. Donc là, tu vas vraiment sur les deux opposés. Mais voilà, il n'empêche que on doutait un petit peu de son coffre. Bon, il a prouvé sur l'Liège-Bastogne-Liège qu'il était capable d'encaisser des charges monumentales. En fait, je sais plus trop quoi penser avec Paul Sexas, et donc je demande à voir, et bonne chance à lui. Max. Oui, pardon. Excuse-moi, vas-y Max. Pour moi, c'est pas les mêmes profils. C'est vrai que Remco, on a attendu longtemps avant de le mettre sur le tour, mais en tout cas, de ce qu'il dégage, c'est pas la même personnalité, le même caractère, etc. Donc, je pense que le plan Remco, il avait du sens à ce moment-là. Et ici, c'est que ça, pour moi, c'est complètement attendu, logique, comme tu dis, Émile. À partir du moment où, je veux dire, voilà, ce qu'il a fait début de saison, il faut qu'il fasse son premier grand tour. Autant que ce soit le Tour de France, et qu'il commence à écrire l'histoire avec le Tour de France, dès à présent. Émile. Ouais. Par contre, là où je peux être un peu d'accord avec le fait qu'il ne participe pas, c'est plutôt, il ne faut pas qu'il se mette dans la tête les attentes du public français, parce que j'ai l'impression que pour le public français ou pour les médias français, si après une semaine, il se plante complètement ou qu'il commence à avoir dur, ça va être une vraie déception, alors que ça ne doit pas être une vraie déception. Il vient pour apprendre et pas pour gagner le Tour de France pour moi. Mais voilà, c'est ça le grand danger. Voilà, mais c'est un peu le monde des bisounours. Je pense que ce sera une déception. Les attentes sont énormes. Ouais. La pression qu'on lui met est énorme. Donc ça, c'est vrai que c'est un danger. C'est ça, la vraie question est de savoir, lui, je pense qu'il sait très bien qu'il ne va pas gagner le Tour de France, probablement. Il va peut-être faire 2e, 3e, maillot blanc. Est-ce que le public comprend qu'il ne va pas forcément gagner le Tour de France? C'est sûr que c'est une autre question. Max? Ouais, mais je pense que je pense que le public sera justement assez clément avec lui, puisque c'est sa première participation. Imaginez qu'il aille faire la Volta et qu'il gagne la Volta. Alors, son prochain Tour de France, là, la pression qu'il aura sur les épaules. Donc, T'as raison. ouais, même si oui, il y a de la déception s'il ne le gagne pas, parce qu'il y a quand même peu de chances qu'il le gagne. On est d'accord. Mais oui. Non, je pense pas qu'il y aura de la pense qu'il déception s'il n'y ne a gagne pas pas. trop de stress à avoir là-dessus.
il est très sympathique aux yeux du public et donc il a l'air assez relax, comme tu disais, quoi. Mhm. Personne n'attend véritablement qu'il gagne. Je pense que personne n'attend un autre vainqueur que Pogacar ou Vingegaard. Mais c'est plutôt sur le fait s'il se plante complètement. Là, ça pourrait avoir des retombées. Mais voilà. Max. Ouais, d'ailleurs, on va déjà un peu parler du Tour, mais Vingegaard a clairement annoncé que cette année, il le sentait plus que jamais que la roue tourne allait tourner, comme on aime bien dire. Mais donc là, on s'attend encore à un beau duel cette année. Effectivement. Et alors, deuxième info assez importante, c'est notre Remco national qui finalement ne s'alignera pas sur le Dauphiné parce que selon son directeur sportif, planning trop chargé et il pense que c'est mieux de lui proposer un programme alternatif, je le cite, que de charger sa baraque avec davantage de jours de course. Votre avis? Je pense que là, on va essayer chez Labora d'opérer à une grande bascule et à essayer de transformer notre Remco en un grimpeur. Et plus ils auront de temps, et mieux ce sera. Et c'est vrai que pour moi, pourquoi pas boycotter le Dauphiné et se reposer un peu, aller faire de l'altitude tranquille. Il a déjà fait pas mal de courses cette année et voilà, je vois pas trop de grand intérêt à y aller. Ouais, donc c'est pas non plus l'info du siècle concrètement. Non, voilà, il doit se fitter un petit peu. On a vu qu'il était il était très costaud. Il était un petit peu il avait les joues un petit peu bouffi. Voilà, on sait il doit travailler en haute montagne et c'est autant le faire à 100% en stage. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on regarde le podium de Liège en termes vraiment de carrure. Il n'y a pas photo. Enfin, on dirait que c'est un sorteur de boîte comparé aux deux autres. Hein, c'est Remco de la Portoletto. Ils sont tout menus. Oui. Je suis d'accord avec mes collègues. C'est sûr que On est amis, Max, avant tout. il y a surtout le côté où pour l'instant, Remco, dans sa nouvelle équipe, il est arrivé en forme pour ses objectifs. Alors, il n'a pas gagné toutes les courses qu'il avait envie de gagner, mais il est arrivé en forme pour ses objectifs. Donc, de mon côté, totale confiance dans l'équipe et l'encadrement par rapport à ce choix, quoi. Ok, alors en parlant des grands tours, je vous propose de passer au dernier gros point de l'émission. C'est évidemment le Giro qui commence d'ici quelques jours. Un Giro qui sera long de 3459 km avec plus ou moins 49 000 dénivelés. Le tout sur 21 étape, une première semaine qui fera, ou plus ou moins les 10 premiers jours qui feront la part belle pour le coup aux sprinteurs, et Dieu sait que ça devient rare sur le Tour de France, en l'occurrence on sait que c'est souvent débattu, que les sprinteurs n'ont plus trop leur place là-bas, mais là ils pourront justement montrer un peu de quel bois ils se chauffent. Messieurs, sur ce premier grand tour de la saison, c'est quoi le pouls? En fait, ouais, Giro, ça fait 2 ans, enfin au moins 2 ans que c'est aussi un bon petit rendez-vous pour les sprinteurs qui passent pas trop mal les bosses, parce qu'il y a énormément d'étapes qui peuvent se finir avec un groupe de costauds. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des étapes de purs grimpeurs, il y en aura pas tant que ça, surtout la 3e semaine qui va être très, très chargée, et alors un chrono de 42 km qui pour moi va faire quand même pas mal de différence. Il y a moyen de prendre un bel éclat sur ce genre de distance, et on sait qu'il y a pas mal de différences de niveau entre les favoris sur le chrono, donc ça va être intéressant. Et donc je vais vous donner aussi les étapes clés de ce Giro pour quand vous serez dans votre canapé. C'est celle qu'il faut cocher, c'est la 7e avec la première en montagne, Émile. Ouais, effectivement, 7e étape, donc à la fin de cette première semaine, ils arrivent au-dessus du Blockhouse. C'est la montée qui a révélé Eddy Merckx en 68, je pense. Donc Eddy Merckx, il avait juste gagné 2 Milan-San Remo. Et donc c'était plus un sprinter dans la tête des gens. Et là, il a réussi à régler les Italiens au sommet du Blockhouse. Et c'est là que ça a lancé sa carrière d'homme des grands tours. Et voilà. Très beau point historique. La deuxième, l'étape 10, comme Émile vous en a parlé, ce contre-la-montre de 40 km. L'étape 14, une étape de montagne qui terminera à Pila, étape très courte mais extrêmement dure. La 19e, là on sera vraiment dans la très haute montagne et on est sur l'étape reine avec plus de 5000 dénivelés positif. Et enfin, la 20e, qui sera vraiment la dernière chance s'il devait y avoir un classement général assez resserré, cette dernière étape de montagne. Et on terminera évidemment la 21e étape à Rome avec un sprint final. Théo. Jonas Vingegaard est évidemment le grand favori. Mais derrière, je vois bien Egan Bernal
qui sort d'un très bon Tour des Alpes où il a fini 2e, nous fait une très belle performance. Je le sens, il revient vraiment à un top niveau, de plus en plus proche de son niveau d'avant, on en parle souvent. Mais là, il est vraiment en grande forme. Et alors Pellizzari aussi, qui pourrait être la très bonne surprise de ce Giro. Surprise dans le sens où c'est peut-être le seul homme qui est capable de battre Vingegaard dans ce tour. C'est l'homme en forme de la Red Bull, il est à domicile. Voilà, c'est son moment. Ouais, effectivement, parce que les défections ces dernières semaines, malheureusement pour jouer les premières places, ont été assez nombreuses. Max, tu veux intervenir? Ouais, mais enfin, je rejoins le top 3 de Théo. Pour moi, c'est les favoris pour le podium. Mais clairement, Vingegaard, il est 2 crans au-dessus de tout le monde sur ce Giro. Enfin, je vois pas trop comment ça pourrait lui échapper, à moins d'un accident ou autre, ce qu'on souhaite à personne. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de concurrence pour lui. Émile? Ouais, oui, ça je suis d'accord avec toi, c'est clairement le grand favori. Par contre, son équipe est quand même pas incroyable. Il y a vraiment Kuss qui est son grand atout en montagne, mais pour moi, il en faudrait 2 comme lui, quoi. Il faudrait du couscous. mais sinon, à part ça, les autres, Kampenhardt, Kelderman qui est un peu périmé, Kilic, Lehmann, Piganzoli, Rex, pour moi, c'est vraiment plusieurs crans en dessous du AE, Ineos, Bora, etc. Donc, Bora, oui, avec Jay Hindley qui va accompagner Pellizzari, donc ça va être vraiment le duo. Ouais, vraiment, Vlasov aussi, quoi. Quand tu vois ça, la Visma, en fait, il faut quand même qu'ils gèrent bien leur bazar. Max? Ouais, mais en fait, ce que tu dis, Émile, ça rejoint la déclaration de la semaine de Bjarne Riis, hein, qui disait que Vingegaard, il n'était pas dans une bonne équipe, quoi. Et donc, il lui conseillait même d'aller dans la nouvelle structure Ineos pour qu'il ait une équipe digne de son niveau, quoi. Donc, du côté des Danois, on partage le même avis qu'Émile par rapport à l'encadrement de l'équipe. Et au niveau des surprises, on pourrait aussi avoir le petit Mathis Rondel qui pourrait tout péter. Il vient de l'équipe Tudor. Il a fini 6e du Tour de l'Avenir en 2023. Et il monte bien en puissance aussi. Il a fait notamment 8e de Paris-Nice récemment. C'est peut-être un des jeunes à suivre. Alors, c'est maintenant l'heure de la dernière chronique de ce podcast. Vous, je sais que vous l'attendez tous avec impatience. C'est bien sûr le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5 coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5. Alors, Max, qui est-ce qui va nous faire un top 10 au classement général de ce Giro? Alors, le premier coureur que je vais vous faire deviner, il a 26 ans, il est né à Bogota, il a déjà participé aux 3 grands tours, et au Giro où il a fait 12e et 13e au général, et lors de ses 2 dernières participations, il a à chaque fois remporté une étape. Buitrago? Je ne sais pas si vous l'avez. Ouais, c'est bien ça, donc je parle ici de Décidément. Santiago Buitrago. Il n'y connaît rien pourtant. Il court pour la formation Bahreïn. Et donc ici, Merci, il est Max, pour plutôt ton en forme SMS. cette saison, puisque il a terminé 7e du Tirreno, 11e en Catalogne. Je pense que c'est un coureur qui, du coup, pourrait viser un top 10 au général, en tout cas sur ce Giro. Et face à lui, dans ce coude à coude, son adversaire, c'est un Australien un peu plus expérimenté. Il a 29 ans. Et il a fait 10e du général lors de ses 2 dernières participations au Giro. Très récemment, il était 4e du classement général du Tour des Alpes, où il a l'habitude de faire de belles performances. Storer. Exactement, Michael Storer, cet Australien, ce coureur australien. Donc voilà, je pense que Très beau coureur, ces 2 Storer. coureurs en fait, qui ont jamais fait mieux que le top 10. Donc je pense qu'ils vont ambitionner en tout cas ce top 10 sur ce Tour d'Italie. Non, mais c'est sûr qu'en plus, tous les coureurs nous écoutent parce que, vu comment tu as le nez fin, pour le coup, ils savent que s'ils sont sélectionnés dans le coude à coude, il y a une chance sur 2 de terminer dans le top 10. Votre avis, les gars? Alors, si je dois donner un avis si je dois choisir entre les deux, je parierais plutôt sur celui qui aime bien les films Storer. Il est pour moi plus complet. Il est plus fort en chrono, meilleur grimpeur que Buitrago. C'est son irrégularité qui me fait vraiment peur. Et voilà. Je pense que Storer, moi, je le vois vraiment bien faire un stop 10. Théo?
J'irai aussi sur Storer. Buitrago n'est pas en grande forme, il fait pas une grande saison pour le moment. Voilà, c'est un bon coureur, mais assez irrégulier sur les courses de 3 semaines. Donc voilà, au final, j'irai plutôt sur Storer aussi pour un top 10. Et Max, dis-nous directement qui sera dans le top 10. Hein. Ouais, comme ça, on met tout l'argent dessus. Ah, ce suspense. Storer est moins en forme cette année qu'il l'était l'an passé. Et Buitrago, il était quand même dans le bon groupe à Liège, hein, donc il finit 22e à Liège, il était dans le bon groupe. Donc je pense que Buitrago peut arriver en forme avec un statut de leader dans son équipe. Dans le studio, il y a Théo qui fait des grands non. Il s'est barré, c'est bien simple. Je suis pas du tout d'accord. Non, mais ça reste un excellent coureur, franchement, à voir. S'ils font tous les deux top 10, ce serait magnifique. Ah ben, rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir. Le coude à coude, il vise le top 5 coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude. Alors, on va terminer cette émission par notre retour du petit jeu des pronos. Pour la première étape, on a parlé des sprinteurs. Selon vous, messieurs, qui va finir 7e de ce premier sprint potentiellement massif? 7e place, je mettrai Arnaud Delille avec une seule pédale. Alors, est-ce qu'on peut d'ailleurs faire une discussion sur Arnaud une seconde? Qui Oui. a annoncé qu'il resterait une grosse dizaine de jours et puis retour à la maison. Qu'est-ce qu'on pense de cette attitude? Je ne vise pas du tout Arnaud, mais ce n'est pas le premier à... Alors, je pense que ça peut être intéressant pour Arnaud, à condition qu'il soit en forme et qu'il performe. Sinon, pour l'équipe, de nouveau, c'est un petit peu la chasse au point. Voilà. Est-ce que si c'est pour faire des places d'honneur, c'est pour l'envoyer au casse-pipe? Je vois pas trop l'intérêt. Je préfère qu'il se prépare pour le Tour de France, parce que cette année, au Tour de France, il doit nous en claquer une. Il nous doit bien ça. Ouais, ça, c'est clair. Mais je me demande toujours en tant qu'organisateur, quand en amont on annonce vraiment que après X jours tu te barres, tu dois toujours te dire, bof, alors je comprends que tu n'as pas envie de traîner ta carcasse en haute montagne. Ouais, ça doit pas forcément être le truc. Les sorties qui font le plus plaisir. Ouais. Oui, je trouve ça un peu bizarre comme attitude. Respecte l'événement, ça c'est ça. Alors, de toute façon, tu sais que tu vas partir, mais ne le dis pas Oui, forcément. c'est ça. Tu n'es pas obligé de le créer. Tu auras un peu un petit rhume des foins et puis ce ne sera pas la première fois. Donc, c'est sûr. Alors, Théo, toi, ton top, ton 7e. Oui, moi, c'est Émile. Pardon, toi, c'est Émile, mais vous ressemblez tellement. C'est On apprend incroyable. à se connaître. Hein, David. Ouais, c'est la 7e place pour moi. Ce sera un Italien de chez Astana et ce sera Matteo Malucelli. C'est un sprinter, un bon sprinter, qui pour moi ne jouera pas la gagne, mais qui fait souvent des bons résultats. Donc en Italie, on sait très bien que les Italiens, ils arrivent toujours à se surpasser. Donc je le vois bien venir faire un top 10 sur la première étape. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sprinters intéressants, donc ça va être très intéressant à suivre. Notamment Jonathan Milan, on va voir un peu ce que ça va donner, mais c'est souvent un mec qui fait des bons Giro, donc pour la gagne, plutôt le mec à suivre. Ouais. Excellent. Et pour ma part, je vais dire Blikar, le Danois, qui n'est pas impossible qu'il fasse un top 7 à ce niveau-là, Théo. T'as choisi le Blick, c'est avant la 10e question. Ouais, exactement. Merci Jean-Michel. Voilà, donc le coureur de chez Inox. Max. Alors, j'ai aussi choisi un Italien comme Émile. J'ai choisi Luca Mozzato. Et je l'ai pris tout simplement parce qu'il a déjà fait 7e à Gamay-Volgem et à la Bredene Classique. Donc je vois pas pourquoi il ne pourrait pas faire 7e à l'étape du Giro. Bien vu. Exact, très bien vu. Et je me permets de rectifier parce que je l'ai mal prononcé. Je dis Blikar, mais c'est Blikra, le pauvre. Il est certainement en train de nous écouter. Ils ont mal prononcé mon nom, donc toutes mes excuses. Mozzato, intéressant, c'est vrai, ça pourrait le faire. Les gars, un grand merci pour cette chouette discussion qu'on a eue aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour débriefer des premiers jours du Giro. J'espère à vous toutes et tous que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux si ça vous plaît vraiment. Nous, ça nous ferait un petit coup de boost qu'on prend bien volontiers. Et on vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. Profitez, il commence à faire beau. C'est le temps de sortir sa bicyclette du garage. Ciao, ciao tout le monde.